Vous écoutez On lit pour vous. Comment parler de la manosphère aux adolescents? Guide à l'intention des parents et des éducateurs et des éducatrices. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 sur le site ONU Femmes. Les garçons sont exposés à un flot incessant de contenus extrêmes en ligne. Donnez-leur les outils pour les comprendre, les remettre en question et les rejeter. Partout dans le monde, les jeunes passent des heures en ligne à faire défiler divers contenus, à échanger, à apprendre, à jouer ou simplement à se divertir. Aux États-Unis, ils passent jusqu'à 8 heures par jour en ligne, dont 5 heures en moyenne sur les réseaux sociaux. Sur ces espaces numériques, beaucoup d'entre eux sont exposés à la manosphère, un réseau de communautés numériques et d'influenceurs qui détermine la manière dont les garçons appréhendent la confiance en soi, les relations et ce que signifie être un homme. Tous les types de contenus en ligne ne sont pas néfastes. En réalité, une grande partie de ces contenus a pour but de paraître accessible, divertissant, voire utile. Mais en y regardant de plus près, la réalité est tout autre. Ces contenus font la promotion d'idées négatives sur les femmes et les filles, prodiguent des conseils douteux sur la réussite et déforment la manière dont les jeunes, en particulier les garçons et les jeunes hommes, se perçoivent eux-mêmes et voient les autres. Pour les parents et les éducateurs et les éducatrices, cela peut être difficile à gérer. À quel moment intervenez-vous? Que dites-vous? Et comment faites-vous en sorte que la conversation reste ouverte et dénuée de jugement? En s'appuyant sur des recherches récentes menées par ONU Femmes et Equimundo, voici quelques moyens simples d'entamer la conversation. Ce que votre enfant pourrait voir en ligne. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme « manosphère ». Il désigne un réseau d'espaces en ligne, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de forums ou d'influenceurs, où sont partagées des idées sur la masculinité, les rencontres, la santé et l'identité. Ces espaces ne sont plus marginaux, et certaines de leurs figures les plus en vue, notamment des influenceurs comme Andrew Tate, ont popularisé de telles idées. Des documentaires comme Louis Theroux, Inside the Manosphere, Louis Theroux plongé dans la manosphère, ont également étudié le mode opératoire de ces communautés et les raisons pour lesquelles elles attirent les jeunes hommes. Des féministes et des activistes mettent en garde contre l'influence croissante de la masculinité toxique depuis des décennies. Comment se déroule généralement un parcours en ligne dans la manosphère? Pour de nombreux jeunes, l'expérience en ligne ne repose pas nécessairement sur un choix, mais plutôt sur les décisions de l'algorithme. Diverses études montrent la rapidité avec laquelle les plateformes commencent à proposer des contenus suprémacistes masculins dès qu'un jeune utilisateur masculin interagit avec des sujets neutres. Dans une étude, de faux comptes masculins ont été ciblés par des contenus extrémistes misogynes en moins de 23 minutes de navigation, quel que soit leur choix de contenu antérieur. En effet, des études menées en Amérique latine montrent l'importance de la conception des plateformes, celles reposant sur des fils d'actualité algorithmiques et sur les contenus d'influenceurs tels que TikTok, Instagram et X sont moins favorablement associés au bien-être des adolescents que les plateformes axées sur la communication comme WhatsApp.
Exemple type d'expérience d'utilisateur, bien que cela puisse varier. Étape 1. Quête d'épanouissement personnel. Un adolescent recherche des programmes d'exercice physique ou des conseils pour gagner en confiance ou des astuces pour les rencontres amoureuses. Étape 2. L'algorithme intervient. La plateforme recommande des vidéos pour savoir comment développer sa discipline, devenir une personne de grande valeur, se faire respecter ou optimiser son apparence. Étape 3. Le prix élevé à payer pour devenir un vrai homme. Les contenus commencent par présenter la réussite sous l'angle de la domination, du contrôle et des prouesses financières, souvent en lien avec des cours payants ou des applications commerciales sponsorisées. Étape 4. La colère se retourne contre les femmes. Lorsque la réussite semble hors de portée, ou quand les garçons se sentent ignorés, déconnectés ou rejetés, les contenus de ces plateformes laissent entendre que ce sont les femmes, le féminisme ou la société qui leur refusent injustement un statut, une intimité ou la réussite. Ces contenus encouragent les hommes et les garçons à rediriger leur frustration vers les femmes et les filles qui sont présentées comme le problème ou comme des êtres à contrôler. Étape 5. L'ennemi commun renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. Des contenus plus extrêmes sont recommandés, renforçant les mêmes messages, normalisant les comportements violents envers les femmes et récompensant des idées de plus en plus provocatrices et violentes. Les expériences varient et tous les garçons ne suivent pas la même trajectoire. Mais les expériences en ligne, dans la manosphère, présentent souvent des tendances similaires. Le saviez-vous? Les adolescents américains scolarisés dans le secondaire passent environ 8 heures par jour en ligne. Les 2/3 des jeunes hommes en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis interagissent désormais régulièrement en ligne avec des influenceurs au sujet de la masculinité. À quoi faut-il faire attention? Les contenus de la manosphère ne semblent pas toujours extrêmes, mais au fil du temps, ils peuvent influencer la manière dont les jeunes réfléchissent, s'expriment et se comportent. Voici quelques signes à surveiller. 1. Des changements de comportement et d'attitude. S'isoler de ses amis ou de sa famille, passer beaucoup plus de temps sur Internet, cacher ce qu'il regarde, considérer les relations amoureuses comme une compétition ou un moyen de contrôle, éprouver du ressentiment à l'égard des femmes et du féminisme, et leur reprocher ce qu'ils perçoivent comme un traitement injuste envers les hommes et les garçons. 2. Des changements dans le langage. Employer des termes et expressions comme alpha, bêta, pilule rouge, homme de grande valeur. Présenter des rencontres amoureuses comme un jeu ou un concours avec une récompense à la clé. Employer un langage méprisant ou réducteur à l'égard des filles. Faire des généralisations sur les femmes comme « les femmes ne veulent que ». Si vous observez certains de ces signes, cela ne signifie pas qu'il y a un problème, mais ce peut être l'occasion de chercher à comprendre ce qui attire votre enfant. Ne paniquez pas. Toutes les plaisanteries ou les expressions ne sont pas nécessairement des signaux d'alarme. Les jeunes répètent souvent des choses parce qu'elles sont en vogue ou qu'elles semblent drôles ou provocatrices, ou sans en comprendre pleinement le sens. Profitez de ces moments pour entamer une conversation. Pourquoi la manosphère attire-t-elle les garçons? Beaucoup de garçons et de jeunes hommes
tentent de comprendre qui ils sont, quelle est leur place et ce que l'on attend d'eux. Les garçons qui s'intéressent à la manosphère peuvent être confrontés à un rejet ou à la solitude. Ils peuvent chercher de la confiance, des conseils ou une orientation, ou rechercher un sentiment d'appartenance ou de reconnaissance. Quand les jeunes ne se sentent pas écoutés à l'école, à la maison ou dans la société, ils recherchent souvent des espaces dans lesquels ils se sentent vus. De nos jours, ces espaces se trouvent souvent en ligne. Dans la manosphère, ils peuvent trouver des réponses simplistes et trompeuses à des sentiments complexes. Mais c'est là que le message peut devenir néfaste. Dans les espaces de la manosphère, les difficultés personnelles sont présentées comme le résultat de forces extérieures. La frustration et la colère sont tournées vers l'extérieur, souvent sur les femmes ou sur le féminisme. Pour les garçons qui n'ont peut-être pas d'espace pour parler de leurs sentiments ou qui peinent à le faire, la manosphère offre non seulement des conseils, mais elle leur donne également un sentiment d'appartenance à une communauté. Vous écoutez Comment parler de la manosphère aux adolescents, guide à l'intention des parents et des éducateurs et des éducatrices, un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 sur le site ONU Femmes. Qu'est-ce qui se cache derrière les contenus de la manosphère? Le profit. Certaines des voix les plus visibles à l'origine de ces contenus ne se contentent pas d'exprimer leurs opinions. Elles se constituent une vaste communauté d'abonnés et gagnent de l'argent. Les réseaux sociaux privilégient les contenus qui captivent l'attention et suscitent des réactions. Les messages qui provoquent des émotions fortes, comme la colère, la frustration ou l'indignation, ont plus de chances d'être mis en avant et vus par un plus grand nombre de personnes. Lorsque ces contenus rencontrent un certain succès, cela se traduit pour les influenceurs qui les créent par davantage de vues, d'abonnés et de revenus provenant de la publicité, des abonnements ou des formations payantes proposées à leurs abonnés. Cela crée un écosystème dans lequel des messages qui sont simplistes ou extrêmes ou qui rejettent la faute sur les autres se propagent rapidement, même s'ils sont faux ou néfastes. Les influenceurs dans la manosphère en tirent profit en faisant de la frustration une source de revenus. C'est là que la manosphère commence à ressembler moins à une communauté qu'à un système lucratif qui exploite l'insécurité. Toutes les voix masculines en ligne ne se ressemblent pas. Un nombre croissant de créateurs remettent en cause ces discours en prônant des idées plus saines sur la masculinité, les relations et le bien-être émotionnel. Ces influenceurs parlent de respect, de responsabilité, de santé mentale, de masculinité saine et de ce que cela signifie d'avoir confiance en soi sans rabaisser les autres. C'est important, car de plus en plus de données suggèrent qu'une utilisation intensive des réseaux sociaux chez les adolescents est liée à une détérioration du bien-être mental, en particulier lorsque les plateformes récompensent l'indignation, les comparaisons ou les contenus extrêmes. Dans le même temps, certains jeunes réagissent aussi à leur manière, en remettant en question ce qu'ils voient, en se désengageant des contenus néfastes ou en se détournant complètement des plateformes. Pourquoi les effets de la manosphère dépassent le cadre de l'écran? Des études montrent que les abus en ligne sont étroitement liés à des préjudices dans le monde réel, qu'il s'agisse de comportements dominateurs, dans des relations amoureuses, ou d'actes d'intimidation et de harcèlement à l'école, au travail
et dans la vie publique. Lorsque ces idées toxiques sur les femmes sont répétées, banalisées et valorisées en ligne, ce ne sont pas seulement des mots ou des plaisanteries. Elles peuvent influencer la façon dont les jeunes se comportent, s'expriment et traitent les autres dans leur quotidien. Cela peut avoir divers effets sur les jeunes. Pour les garçons, une pression en faveur de la domination, de la richesse et du contrôle, de l'anxiété et une faible estime de soi s'ils ne correspondent pas à ce modèle. Pour les filles, une exposition à des messages qui les dévalorisent ou les objectivent, un sentiment d'insécurité ou un manque de confiance en soi dans les espaces publics et en ligne. Pour tous les jeunes, le sexisme devient un sujet de plaisanterie banale. Le respect et l'empathie commencent à s'éroder. Le saviez-vous? Les jeunes hommes qui adhèrent à des idées rigides ou néfastes sur la masculinité sont 10 fois plus susceptibles de commettre des actes de harcèlement sexuel. Alors, que peuvent faire concrètement les parents et les éducateurs et éducatrices? Si vous vous sentez perdu, voire préoccupé, vous n'êtes pas seul. De nombreux parents font face à cette situation pour la première fois. Ce qui se passe à la maison a aussi son importance. Les conversations quotidiennes sur le respect, l'équité, les émotions et les relations saines peuvent aider les jeunes à renforcer leur confiance en soi, leur empathie et leur esprit critique avant d'être exposés à des contenus dangereux en ligne. La remise en cause des plaisanteries sexistes, l'exemple de relations respectueuses et le maintien de communications ouvertes font toute la différence. 1. Commencez par créer un lien et faire preuve de curiosité, pas par contrôler. Plutôt que de tout rejeter d'emblée, posez les questions suivantes. Qu'est-ce qui te plaît chez cette personne? Pourquoi cela t'intéresse-t-il? Une conversation bidirectionnelle est plus efficace qu'un interrogatoire. Si les jeunes se sentent jugés, ils sont moins enclins à révéler ce qu'ils pensent réellement. 2. Aidez-les à remettre en question ce qu'ils voient. Cet exercice consiste à renforcer leur capacité à réfléchir de manière critique. Regardez quelque chose ensemble et posez les questions suivantes. Quel est le message ici? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Pourquoi penses-tu que cette vidéo a autant de vues? À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à dire cela? As-tu remarqué le hashtag SPON ou hashtag AD dans la publication? Qu'est-ce que cela signifie d'après toi? Le saviez-vous? Les créateurs de contenu et les influenceurs ont souvent tendance à gagner de l'argent grâce à l'engagement, exploiter la polémique pour attirer des vues, simplifier des questions complexes pour devenir viraux. Aider les jeunes à prendre conscience de cela peut les aider à sortir de leur illusion et développer leur esprit critique. 3. Créer un espace pour les conversations qu'ils n'ont pas. Des relations solides avec les adultes constituent la meilleure protection contre les contenus néfastes. On enseigne souvent aux garçons « Ne montre pas tes émotions, ne demande pas d'aide, sois fort en toutes circonstances. » Vous pouvez y remédier en parlant du rejet, de la confiance en soi et des amitiés, normalisant la vulnérabilité, montrant que les revers ne sont pas synonymes d'échec. 4. Proposer des alternatives, pas seulement des avertissements. Pour beaucoup de personnes, la manosphère est d'abord et avant tout une communauté. Aider les adolescents à trouver des espaces où ils se sentent à leur place,
des modèles masculins positifs, des environnements qui renforcent la confiance en soi sans rabaisser les autres, comme le sport ou des espaces créatifs. Beaucoup de jeunes trouvent un soutien réel et des liens en ligne. L'objectif n'est pas de supprimer ces espaces, mais de les aider à faire la différence entre un espace toxique et un espace bienveillant. 5. Restez calme, même quand c'est difficile. Si un enfant s'ouvre et se heurte à de la colère, de la crainte ou une punition, il aura plus tendance à se refermer. Au lieu de cela, gardez votre calme, remerciez-le de s'être confié et maintenez le dialogue. Vous n'avez pas besoin de la réponse parfaite. Il faut simplement laisser la porte ouverte à ces conversations. 6. N'oubliez pas que les filles aussi sont concernées. Certaines filles décident de prendre leur distance avec les espaces en ligne et les conversations et, dans certains cas, les relations amoureuses, car les contenus misogynes divisent de plus en plus les garçons et les filles. Les filles peuvent se retirer des espaces en ligne, manquer de confiance en elles ou intérioriser des messages néfastes. Ce dont les filles ont besoin, c'est d'être valorisées, de disposer d'un espace sûr pour s'exprimer en toute sécurité et d'être rassurées quant à leurs valeurs. L'égalité des sexes profite à tout le monde. L'un des plus grands mythes répandus par la manosphère est que l'égalité des sexes fait du tort aux hommes. Ce n'est pas le cas. L'égalité contribue à créer des relations, des familles et des sociétés plus saines pour tout le monde. C'était « Comment parler de la manosphère aux adolescents », guide à l'intention des parents et des éducateurs et éducatrices. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 sur le site ONU Femmes. Un inventaire non fait entrave d'éventuels travaux à l'ancien collège des Ursulines de Stansted. Un texte d'Ariane Godbout paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir. L'ancien collège des Ursulines de Stansted dans les cantons de l'Est tombe en ruine. Or, le retard d'une MRC dans la réalisation de l'inventaire de son patrimoine bâti empêche le bâtiment de bénéficier d'une enveloppe de Québec, dont la minceur est d'ailleurs critiquée à l'échelle de la province. L'ancien collège des Ursulines de Stansted n'est pas admissible au programme d'entente en patrimoine puisqu'il n'est pas inscrit dans un inventaire admissible ou cité par la MRC, explique le ministère de la Culture et des Communications. Cette histoire, c'est aussi celle de centaines d'autres immeubles patrimoniaux. En mai 2026, près de 40% des MRC du Québec ne s'étaient toujours pas conformés à la loi qui exige la production d'un inventaire de leur patrimoine bâti, soit tous les bâtiments construits avant 1940, avant le 1er avril 2026. Ce faisant, elle prive plusieurs édifices d'une enveloppe de 75 millions de dollars offerte par le ministère de la Culture dans le cadre du programme d'entente en patrimoine lancé en mai 2025. Des fonds insuffisants. Du côté de la MRC de Memphremagog, on soutient qu'un accord a été conclu avec le ministère par l'intermédiaire de ce programme, mais que l'aide financière représente une fraction du montant demandé. Plusieurs projets de restauration avaient été identifiés, incluant la possibilité de soutenir des bâtiments appartenant à des propriétés privées, tels que le collège des Ursulines de Stansted, a-t-on indiqué au Devoir. Mais compte tenu des montants alloués, seuls 2 projets ont été ciblés dans la région. La Grange Ronde de Mansonville et le Centre culturel Saint-Mathieu. La MRC s'est également engagée à effectuer son inventaire du patrimoine avant la fin de l'année 2026. Memphremagog est loin d'être la seule MRC à déplorer le manque de fonds distribués par le ministère de la Culture.
Michael Pilote, premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, indique également que l'argent versé par Québec est un pas dans la bonne direction, mais que les montants sont insuffisants pour répondre à la demande grandissante. En cause, le dépérissement du patrimoine et les coûts d'entretien qui ne cessent d'augmenter. Je comprends que c'est une responsabilité partagée entre le monde municipal, le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que les propriétaires, ajoute celui qui est également maire de Baie-Saint-Paul. Mais les propriétaires n'ont souvent pas les moyens de rénover à eux seuls, et les municipalités non plus. Selon lui, de plus en plus de MRC font appel au programme d'entente en patrimoine, qui exige également de leur part une contribution financière. Si ce constat traduit une préoccupation grandissante des municipalités envers la préservation du patrimoine, les sommes octroyées par le ministère cette année sont identiques à celles de 2025. La part du gâteau est plus petite, dit-il pour résumer. L'ancien collège des Ursulines condamné? Devant l'état de l'ancien collège des Ursulines, la municipalité de Stansted dit avoir sollicité une aide d'urgence. J'ai écrit au directeur régional du ministère de la Culture le 30 juin dernier. On nous avait dit qu'il y avait des fonds d'urgence qui pourraient être disponibles et je suis en attente d'une réponse, indique le directeur général de la municipalité de Stansted, Hugues Ménard. Il se montre cependant sceptique sur le fait que cette aide puisse être suffisante pour répondre aux besoins. On parle toujours de millions, et ça, c'est juste pour solidifier le bâtiment. On ne parle pas encore de rénovation, précise-t-il. En 2020, la destruction du passage qui reliait l'ancien collège des Ursulines à l'aile Sainte-Famille a laissé un trou béant sur le flanc gauche de l'édifice, seulement recouvert de feuilles de tôle et sans travaux de consolidation. Le reste du mur s'est totalement effondré l'année dernière, laissant l'intérieur du bâtiment exposé aux intempéries. La municipalité continue de collaborer avec le propriétaire du bâtiment, Gestion Fratelli, pour trouver des solutions selon M. Ménard. On veut travailler de concert avec lui. On a eu des rencontres. Il espère qu'il y ait de l'argent public qui vienne l'aider. Selon lui, il n'y a pas de mobilisation pour sauver l'ancien collège dont le mur est tombé tout seul. On n'a pas eu d'appel, mais on a beaucoup plus de citoyens qui ont hâte que le trou disparaisse. C'était un inventaire non fait entrave d'éventuels travaux à l'ancien collège des Ursulines de Stansted. Un texte d'Ariane Godbout paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir.